On va démarrer. Donc, bonjour à tous. Merci David d'être avec nous aujourd'hui. Alors, le thème qui nous rejoint aujourd'hui est donc l'onboarding des nouveaux collaborateurs. C'est un thème que on a détaillé ici sous la problématique comment utiliser l'onboarding pour bâtir une équipe. Donc, on va d'abord se présenter peut-être chacun de notre côté. Donc, moi, je suis Alexandre, je suis CEO et fondateur de Workello. Workello qui est une solution SaaS qui permet justement de s'occuper de toute la partie onboarding dans les entreprises. On est une plateforme web et mobile et on vient aider nos clients pour améliorer, processer, automatiser toute la partie intégration des collaborateurs dans l'entreprise. Alors David, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques secondes pour qu'on en sache un peu plus sur toi, ton parcours? Oui, bien sûr. D'abord, merci Alex. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Je suis David Buzer. Vous entendez bien que j'ai un accent. C'est parce que je suis américain, mais ça fait 20 ans que je suis en France. Donc, ça va. J'étais recruteur presque toute ma carrière là. J'ai commencé aux États-Unis. J'ai travaillé pour Netscape. Et puis, j'ai commencé avec Google en 2003. J'étais le premier recruteur en Europe. On était 10 personnes à Paris et une centaine en Europe. Et pendant presque 7 ans, j'ai construit l'équipe de recrutement. On a énormément embauché. Quand je suis parti, on était 5000 en Europe. Donc, on a plus ou moins embauché 5000 personnes. Et depuis, j'ai créé ma société de recrutement et conseil en talent management. Et j'ai travaillé un peu partout en Europe avec des startups. Ok. Merci David. Alors, en fait, le principe de cette session, c'est que on va vous présenter tout un certain nombre d'éléments sur justement l'onboarding que je vais vous détailler après dans le sommaire. L'idée, c'est de vous rendre cette session le plus interactive possible. Donc, il y a une session de questions sur le côté aussi qu'on va prendre au fur et à mesure de la discussion. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on essaiera de répondre au maximum. En tout cas, dans le déroulé de la présentation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord introduire le sujet, donc vous présenter ce qu'est l'onboarding. On va ensuite décrire pourquoi l'onboarding est intéressant aujourd'hui et pourquoi les entreprises doivent passer du temps, et notamment avec le retour d'expérience de David de chez Google. Et puis après, l'idée, c'est qu'à la fin, vous puissiez repartir avec des éléments à mettre en pratique dans vos entreprises. Donc, on a détaillé des conseils et méthodologies que David à sélectionner et donc qu'on vous détaillera après sur la fin. Et puis on finira par une session de questions-réponses. Donc les 4 premiers points devraient nous prendre à peu près 45 minutes et puis on aura 15-20 minutes après de questions-réponses. On y va? Super. On est parti. Donc introduction. Donc qu'est-ce que l'onboarding? Je vais commencer, après je laisserai David compléter. Alors l'onboarding, c'est un mot anglophone pour désigner en fait l'intégration des collaborateurs dans l'entreprise. L'idée, c'est que tous les salariés qui rentrent dans l'entreprise doivent se familiariser avec l'entreprise, apprendre un certain nombre d'éléments, rencontrer un certain nombre de personnes. En gros, c'est toute la partie intégration du collaborateur. Donc, David, est-ce que tu peux nous dire peut-être à quel moment ça intervient et jusqu'où ça va? Est-ce que tu as une idée de cet élément? Bien sûr. Pour moi, comme je suis recruteur à la base, je pense toujours que ça commence dans le recrutement. C'est là où les candidats, ils ont des premières images et éventuellement, c'est ces candidats-là qui viennent des nouvelles salariés. Donc, l'onboarding, pour moi, ça commence depuis l'étape de recrutement. Et puis, ça peut durer un temps très variable, ça dépend de la société. Donc, moi, j'avais vu plein de choses dans ma carrière. Donc, j'ai vu une journée un peu pourrie d'onboarding. Sinon, on voit une semaine, 2 semaines, 2 mois, 3 mois. Mais je pense aujourd'hui, dans les cas qui sont vraiment bien étudiés, bien réfléchis, on voit entre 4 et 6 mois d'un vrai programme d'onboarding bien structuré. Ok. Donc, ça commence, on va dire, au recrutement et ça va jusqu'à quelques semaines, quelques mois après dans l'entreprise, ça dépend des postes. Ok, très bien. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions qui viennent au fil de l'eau, n'hésitez vraiment pas. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, dans les entreprises, donc c'est un sujet qui est de plus en plus présent, l'onboarding. On a essayé de détailler un petit peu ensemble pour préparer cette présentation pourquoi l'onboarding est intéressant. Alors, il y a différents éléments qui nous sont venus à l'esprit. Le premier, c'est que l'onboarding, c'est la première impression quand on rentre dans une entreprise. Donc, c'est très important de savoir exactement quoi mettre en place et mettre un bon processus en place parce que c'est la première impression. Donc, on ne peut pas faire 2 fois une bonne impression. Donc,
Du coup, ça, c'est un point qui est clé. David, tu m'interromps si je me trompe, mais voilà, en tout cas, le fait que ce soit le premier contact, c'est un élément qui est clé. Le deuxième élément, c'est le fait que l'onboarding améliore la rétention. Tu peux peut-être détailler ce point. Selon toi, c'est pourquoi ça améliore la rétention? Oui, en fait, je me souviens bien de cette statistique-là. Ils disent que des gens qui suivent un onboarding bien structuré, 66% de ces gens-là restent dans une boîte pour 3 ans ou plus. Ça c'est énorme. Ouais. Donc, ça vaut le coup de faire un programme d'onboarding bien structuré, bien sûr. En plus, on peut parler de la guerre de talent. Pour moi, ça a toujours existé. Dans le sens que si je pouvais demander à tout le monde qui est sur cette webinaire aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui recrute des gens qui ne sont pas les meilleurs? Personne va dire oui. Tout le monde veut recruter des meilleurs. Donc, c'est-à-dire, si on cherche tous les meilleurs, il y a une guerre de talent. Mais la guerre de talent, ça commence depuis les entretiens d'embauche. Et c'est quoi comme image qu'on donne de notre société à ces candidats? Et puis, bien sûr, quand ils arrivent. Et c'est quoi l'image de cette première journée? On peut faire une vraie impression sur ces gens-là si on met un peu de temps, si on investit, on met des ressources derrière pour vraiment cadrer ces personnes sur le premier jour, première semaine, premier mois. Ok, c'est clair. Du coup, on va regarder s'il y a des questions qui se posent. Alors, on va continuer sur la partie montée en compétence, justement, l'autre point d'intérêt de l'onboarding. Alors, l'onboarding, l'idée, c'est de faire monter en compétence le collaborateur. Du coup, on va lui transmettre un certain nombre de contenus au fur et à mesure de son intégration. On va aussi lui faire rencontrer des personnes. Donc, l'onboarding, mettre un accent sur l'onboarding, permet de faire monter en compétence plus rapidement ses collaborateurs. Et dans un objectif de retour sur investissement, évidemment, plus on investit sur cette phase d'intégration et plus le collaborateur sera opérationnel au plus tôt dans l'entreprise. Autre point aussi qu'on a listé ensemble, c'est l'importance de l'arrivée des nouvelles générations, des nouvelles méthodes de travail. On parlait tout à l'heure des millennials, on parlait aussi du nombre croissant de freelancers qui intègrent les entreprises. Tous ces gens-là, ce sont des nouvelles personnes qui intègrent les entreprises et qui ont des attentes différentes. Tu m'expliquais justement les attentes des nouvelles générations, notamment qui rejoignaient Google il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement les attentes qu'ils avaient au moment où ils rejoignaient l'entreprise? Oui. En fait, ça fait peut-être 5-7 ans maintenant qu'on voit une vraie différence avec cette nouvelle génération qui vont dans les sociétés, et surtout des millennials. Ils attendent beaucoup sur la formation. Même dans les entretiens, ils me posent toujours des questions. On peut attendre quoi comme formation? Parce qu'ils veulent apprendre le maximum. Et c'est ça qu'ils cherchent dans les sociétés. Donc, la période de onboarding, ça peut être vraiment important de leur montrer comment on offre des formations différentes, intéressantes pour leur faire avancer dans leur carrière. Ok, très bien. Alors, on a balayé un certain nombre d'intérêts de l'onboarding. Alors, je vois les questions qui passent sur comment mettre ça en place. Alors, justement, c'est la transition avec ce qui va venir après. L'idée, c'est qu'on va essayer de réduire au minimum cette présentation du sujet, parce qu'un certain nombre d'entre vous connaissent le sujet de l'onboarding, mais on voulait au moins synthétiser les éléments clés. Là, maintenant, on va rentrer dans l'opérationnel, comment on met en place. Et donc, on va prendre l'exemple de David, du coup, chez Google. Qu'est-ce qui a été mis en place pour favoriser l'intégration des nouveaux collaborateurs? Donc là-dessus, David, je te laisse parler peut-être un peu plus longuement et tu vas nous détailler ce que tu mettais en place à l'époque. Ok. Bon, il faut que je commence par être honnête. Moi, je suis rentré à Google en 2003. On était 10 à Paris. Donc, on n'avait rien comme onboarding. En fait, ils pensaient que moi, j'étais un espion des États-Unis. Et ils pensaient tout ça vraiment. Donc, ça, c'était mon expérience d'onboarding. Bienvenue, on croit que vous êtes espion. Bon. Mais en fait, c'est quelque chose où Google, il faut comprendre comment il fonctionne. Il fonctionne avec du data et de la recherche.
il ne prend aucune décision sans avoir le data, le feedback et tout ça pour bien comprendre la situation et puis avancer. Donc, tout ce qu'on va voir dans les slides qui viennent sur l'onboarding chez Google, c'est par rapport au data qu'ils avaient collecté pour mettre en place un système d'onboarding qui améliore vraiment la performance, la productivité des salariés. Donc, on va voir ça avec les exemples qui suivent. Donc, moi, je voulais montrer ça. Je crois que c'était l'exemple le plus important. Ça vient de cette livre, Work Rules, qui a été écrit par Laszlo Bock, qui était l'ancien DRH chez Google. Il est arrivé un peu après moi, et puis il vient de partir. Il va créer sa propre boîte aujourd'hui. Mais dans ce bouquin, il explique plein de choses différentes. Et moi, je voulais illustrer l'onboarding avec cet exemple-là. Parce que ils disent qu'avec le slide que vous regardez, en fait, c'est un email. Et ils envoient cet email avec ces 5 points, le V du début de travail pour le nouvel salarié. D'accord, c'est le manager qui reçoit ce mail avec ces 5 points. Exact, c'est un email de reminder. Et ils disent, avec cet email tout simple, ils augmentent la productivité des salariés par 25%, ou on peut dire ça dans un autre sens. S'il prend normalement 9 mois pour un salarié d'être productif, avec ça, ça prend 6 mois. Mais il faut savoir que ce n'est pas si simple que ça. On ne peut pas juste envoyer un email et dire voilà, 5 points, tout est fait. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Donc, si on avance une slide, on va voir un peu plus clairement qu'est-ce que ça veut dire. Excusez-moi, c'est un exemple en anglais, mais bon, je vais vous expliquer en français. Ça, c'est un peu la partie qui vient derrière le point numéro 1. Et la première chose que je voulais montrer, c'est d'abord, il y a beaucoup de recherche derrière. Ils avaient vraiment construit un système basé sur la recherche. Et on voit sur l'exemple, sur le slide, il y a une espèce de footnote pour que les managers peuvent aller voir la recherche. Deuxième chose, ils expliquent très clairement et très simplement comment faire. Donc, ce n'est pas juste gérer une espèce de discussion avec le nouvel employé, comment ça va être le rôle et les responsabilités. Mais non, il y a un template, il y a un lien, tu cliques le lien, voilà le template pour organiser cette espèce de discussion. C'est-à-dire qu'il y a un outil derrière qui vient, en plus des éléments clés à mettre en place, opérationnellement mettre les choses en place. Okay. Donc, on peut voir qu'ils ont pas mal investi dans cette simple email. D'accord. Et donc, l'email, si on les détaille point par point, du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur le premier, notamment, c'est intéressant. Oui, donc, il parle de 5 choses clés. Et je pense que peut-être les deux premiers points sont les plus importants. Ouais. D'abord, il faut que l'employé il comprenne très, très bien qu'est-ce qu'il faut faire. C'est quoi cette position, c'est quoi cette rôle, c'est quoi ses responsabilités. Donc, il faut parler de ça. Ouais. Pour moi, encore une fois, comme recruteur, ça a déjà commencé avec le profil du poste qu'on a fait pendant le processus de recrutement. Et donc, ça existe déjà et ça transitionne vers le onboarding où on va encore plus loin pour définir exactement qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains 12 mois comme objectif. Donc, en fait, c'est le début, et on va parler de ça tout à l'heure, du processus qu'on s'appelle OKR pour les autres sociétés KPI. OK. Oui. Donc là, en gros, le manager, il doit poser clairement quelles vont être les missions de sa nouvelle recrue et les lister pour que lui, après, il puisse vérifier régulièrement si… il est vraiment transparent avec les responsabilités et qu'est-ce qu'il attend surtout. D'accord. Et le point 2, c'était affecter un mentor ou un buddy. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur quoi ça correspond? Donc, on parle beaucoup du mentoring dans l'écosystème des startups, dans les grands groupes, mais c'est quelque chose qui, tout le monde est plus ou moins d'accord que c'est important, mais ça ne marche pas toujours parce qu'il n'y a pas un bon processus de trouver le bon mentor et qu'est-ce qu'il faut faire le mentor. Donc, Google, ils ont pas mal… organiser ça pour créer un système qui marche et qui commence, encore une fois, avec le recrutement. D'accord. Mathéa précise que le tutorat existe depuis déjà pas mal de temps. Qu'est-ce qui fait que c'était innovant chez Google et comment on l'affecte ce buddy, justement, comment on le choisit? Oui, bien sûr. C'était innovant chez Google. Oui. Bien sûr, le mentoring, ça existe depuis très longtemps, ou des buddies. Mais
je viens de dire que ça ne marche pas tout le temps parce que c'est juste, bon, voilà ton mentor. Ouais. Et souvent, ça ne marche pas très bien comme ça. Donc, en fait, nous, on choisit, moi, je choisissais les mentors avant en regardant le processus de recrutement et qui, pendant ce processus de recrutement, avait le plus d'affinité avec la personne. Parce qu'il faut qu'il y ait une connexion entre ces personnes-là. Ce n'est pas un truc aléatoire. Si toi, tu me dis, Damien, tu peux être mon mentor, oui, pourquoi pas, mais est-ce qu'on est vraiment fait pour être mentor et menti? On ne sait pas. Donc, il faut trouver ce genre de connexion. Et c'est pour ça. Et dans les cas que ça ne marche pas, et on voit que le buddy ou le mentor n'est pas capable de suivre le parcours de nouvel employé, on peut le changer. Donc, il y a aussi des check-ups avec le mentor pour voir comment il avance dans son mission de mentor. D'accord. C'est plus clair comme ça? C'est plus clair. Très bien. Après, il y avait 3 autres points. On va passer peut-être un peu plus vite en revue ces 3 points. Donc, il y a aider le nouvel embauché à construire son environnement. Je crois que c'était plus son réseau que tu voulais dire. Moi, je voulais dire, ça c'est le Lost in Translation, mais en fait, c'est hyper important de créer un bon réseau dans notre société. Parce que comme ça, on peut être beaucoup plus productif, performant et bien intégré. Donc, en fait, nous, on avait fait pas mal d'activités pour exposer le nouvel salarié d'être intégré dans des équipes. Donc, on peut organiser plein d'activités, déjeuner, petit déjeuner, des choses comme ça, mais aussi de planifier des réunions dans leur agenda avec des gens avec qui ils vont travailler avec ou des gens qui vont être des influenceurs dans leur day-to-day. D'accord. Et pour continuer des points réguliers, quelque chose chez Google qui était toujours très important, et j'imagine ça existe toujours, c'est la réunion hebdomadaire manager-employé one-to-one, hyper important. C'est étonnant pour moi que ça ne se fait pas dans plein de sociétés, mais le check-in qui va avec les OKRs toutes les semaines, c'est hyper important. Donc ça, c'est planifié depuis le début. Et le 5e point, ça paraît d'être super simple, encourager le dialogue. Mais si on ne fait pas ce genre d'encouragement, il y a certaines gens qui peuvent rester dans leur coin, ils peuvent rester informés, ils ne comprennent pas qu'il faut s'exprimer. C'est très important dans l'environnement de la société de participer et de faire partie de l'équipe et de la société en total. C'est très, très important. Alors, Perrine, je crois qu'on a répondu à ta question. Du coup, David conseillait de faire des points réguliers toutes les semaines entre manager et nouvel employé. Alors, on a donc passé en revue, on va dire, les grandes directives côté manager. En gros, il y en a un certain nombre, mais là, tu as identifié toi celles qui étaient les plus intéressantes. On va passer maintenant côté nouvelle recrue pour que tu puisses nous expliquer qu'est-ce qu'il faut mettre en place, ou en tout cas, qu'est-ce qui a été mis en place chez Google pour côté nouvelle recrue. Et justement, je trouve que cette partie-là, ça fait partie du côté innovatif, parce qu'on pense toujours, bon, comment on peut structurer tout pour le manager pour faire un bon onboarding. Mais je pense qu'on pense vraiment, qu'est-ce qu'on dit à l'employé pour que lui, il peut réussir son onboarding. Donc, ça, c'est l'email côté pour l'employé et pour lui donner aussi, on va dire, 50% de la responsabilité de son onboarding. Donc, si on regarde les 5 points, ils sont plus ou moins pareils dans un sens que le manager, mais on voit qu'il y a aussi une forte emphasis sur poser beaucoup de questions, être ouvert, prendre des challenges, mais il parle aussi du réunion one-to-one et comment ça c'est important. Et moi je voulais j'avais regardé les questions là sur les one-to-ones et je voulais dire quelque chose. Je sais que tout le monde s'en fiche des meetings. Ils pensent qu'on a trop de meetings, on est tout le temps dans des meetings, ça sert à rien. Mais le one-to-one, si c'est bien structuré, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe avant. Donc, on peut imaginer le one-to-one, c'est un lundi. Donc, le vendredi, il y a un petit sommaire de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. On donne 3-4 lignes
ça prend 5 minutes, on envoie ça au manager. Voilà la base de discussion pour lundi. On discute et à la fin du one-to-one, il y a surtout des actions qui sortent pour que c'est une espèce de continuum de follow-up. Donc, un genre de truc qui est structuré par ça, une fois par semaine, ça sert. Ouais. C'est pas juste, bon, on se voit, on a 30 minutes, qu'est-ce qu'on va dire? C'est vraiment structuré comme ça marche. Alors là, si je résume, donc du coup, chez Google, les services des ressources humaines envoyaient donc, des directives au manager pour accueillir une nouvelle recrue, et puis envoyer aussi à la nouvelle recrue, en gros, un espèce de welcome message où on lui donnait ses directives, ou en tout cas les choses auxquelles il avait le droit de faire ou de suivre pour justement réaliser une bonne intégration. C'est ça, donc on avait les deux penchants, à la fois le manager et les nouvelles recrues. Exact. Tous les deux doivent prendre leur responsabilité de faire un onboarding réussi. D'accord. Alors là, on a pu voir du coup côté Google une vision assez hélicoptère des différents éléments. L'objectif maintenant, c'est qu'on aille peut-être un peu plus en détail avec du contenu un peu plus spécifique pour que les gens qui nous regardent puissent repartir avec des éléments concrets de mise en place dans leur entreprise. Du coup, on a essayé de récapituler un petit peu les différents conseils, méthodologies qu'on pouvait mettre en place dans les entreprises. Du coup, on a réalisé cette slide. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les étapes, les objectifs et les différents éléments? D'accord. OK. Bon, cette slide, c'est plus ou moins un bon exemple, un bon visuel de l'onboarding. Et vous allez voir que dans la première colonne pre-boarding, comment on va être préparé pour l'onboarding, et ça inclut toutes les tâches de l'onboarding. Moi, je voulais souligner le parti rencontre parce que la plupart de l'audience est en France. Et en France, on a cette particularité que souvent, très souvent, les nouvelles, ils n'arrivent pas avant 3 mois. Donc 3 mois, c'est beaucoup. Et tout ce qui peut passer dans 3 mois, et surtout le pire où ils ne viennent pas. Et on va tout coup éviter ça. Donc, il y a plein de choses à planifier pendant ce temps-là. Et pourquoi pas, au moins une fois par mois, inviter cette personne de prendre un déjeuner ou assister à une réunion d'équipe, quelque chose comme ça, pour garder l'esprit et l'excitation, parce que ça peut se perdre. Aussi, un autre truc important, c'est l'administratif. C'est horrible d'arriver le premier jour et voilà, première chose, un tas de documents comme ça. OK, je vous laisse 2 heures, vous allez remplir tout ça. C'est super boring. C'est une très mauvaise impression de la première journée. Donc, on peut faire pas mal de ça avant. On peut remplir ça au fur et à mesure. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et finalement, toi, je pense que tu étais un peu étonné que moi, je voulais mettre suivi performance avant qui viennent d'arriver. Mais si on réfléchit pour beaucoup de monde, comment ils vont être évalués et jugés par rapport à leur performance, c'est hyper important. Donc, pourquoi pas leur donner une idée de ça avant qu'ils viennent? Parce que comme ça, ils viennent le premier jour déjà avec des pensées autour de ça. Ça va aider avec des discussions sur les OKR, sur les one-to-one et tout ça. Ça va faire avancer le truc. D'accord. Donc ça, c'est la phase de pré-boarding que tu appelles, du coup, préparer au maximum et en gros, essayer côté entreprise de préparer un maximum de choses et puis gérer toute la partie administrative durant cette phase, c'est mon conseil. Et après, pour que le jour J, du coup, ça se concentre sur l'humain et sur l'accueil, tu as dit, et le fait de stimuler la nouvelle personne, c'est ça? Justement. Je crois que pour le premier jour, il faut penser de l'impression que cette personne va avoir sur la société. Je crois qu'on est tous d'accord si on rejoint une nouvelle société, on passe la journée avec eux, on rentre le soir avec notre famille, avec nos copains, c'est quoi les questions qu'ils posent? Alors, c'était comment la première journée? Et ça doit être quoi la réponse? C'était génial, c'était super, j'adore, j'ai envie pour demain. Et si on fait ça comme administratif, c'est pas ça la réponse. Je sais pas, peut-être demain. Donc, on va parler du premier jour après, mais il faut donner quelque chose comme ça parce que ça joue beaucoup, beaucoup sur la marque employeur. On parle tous de comment c'est important qu'il y a des ondes positives qui sortent de la bouche quand on parle de notre société et ça commence là, vraiment le premier jour. OK. Après la première semaine, donc c'est plutôt engagé, donc là avec plutôt du contenu, des rencontres. Et puis après,
on va sur premier mois et au-delà, parce que ça dépend des entreprises jusqu'où ils mettent le curseur, mais après, c'est accompagné et mesuré. Du coup, on va aller sur chacune des étapes, et puis on va essayer de détailler 3-4 éléments par étape pour que vous puissiez repartir avec des choses à mettre en place directement dans vos entreprises. D'accord. Donc, le première étape, c'est pré-boarding, donc c'est ce qui se passe avant le premier jour du salarié dans l'entreprise. Donc, tu parlais chez Twitter du Yes to Desk. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce point? J'ai beaucoup aimé le titre de leur programme parce que en français, c'est le moment où le candidat il dit oui à l'offre. Donc, ça, c'est le yes. Et jusqu'à le moment qu'il arrive devant son bureau. Ça, c'est le desk. Donc, en fait, ça encadre tout ce qui doit passer entre ces deux moments clés dans la vie de la nouvelle employé. Et en fait, chez Twitter, c'est assez impressionnant. Il y a 75 étapes entre le yes to desk. Donc, tout ce qu'il faut faire avant. Et si on pense, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai, ils font la plupart de l'onboarding avant qu'il arrive. Donc, parce que pour ça, ils vont rendre l'employé beaucoup plus productif, beaucoup plus rapidement par rapport à toutes les choses qu'ils ont fait. Et ils font vivre cette phase, comme tu disais tout à l'heure, qui est en général délaissée, puisqu'il faut faire vivre justement cette phase entre le moment où on a le go de la part du service des ressources humaines et puis le moment où on a le premier jour dans l'entreprise. Des fois, il peut se passer des mois. Du coup, c'est important de faire vivre cette phase-là. Et en plus, il faut aussi penser qu'aux États-Unis, la période de job, c'est ça? Oui, c'est normalement 2 semaines. Donc, on n'a pas 3 mois pour jouer avec toutes ces activités. On a très peu de temps et ils réussissent à faire tout ça en très peu de temps. Donc, ça aussi, c'est assez impressionnant et parce que tout est sur la productivité, comment on peut rendre cette personne plus productive plus vite. Parce qu'il y a des coûts derrière tout ça. Ça coûte hyper cher. Le plus longtemps que ça prend avant que l'employé est productif, le plus qu'on perd. Après, deuxième point, on a parlé de ça à l'administration. Moi, je voulais faire un point sur le fait que ça doit être une espèce de fête. On va célébrer le fait qu'il y a quelqu'un qui nous rejoint. Et ça, c'est les choses qu'on peut faire qui sont super simples. On n'a pas besoin des énormes ressources, de beaucoup investir, de dépenser trop d'argent. C'est juste le fait d'avoir un bureau préparé dans un sens un peu d'une fête avec des ballons ou des décorations sympas, des bonbons, vraiment n'importe quoi. Ça paraît bête peut-être, mais c'est sympa d'arriver et voir ton bureau avec une carte de bienvenue de tes collègues, des choses comme ça. Pourquoi pas? C'est ça qui m'expliquait même tout à l'heure que chez Google, c'est le dernier arrivé. Oui, c'est pas Google, mais d'accord. je ne veux pas dire des choses sur Google qui ne sont pas vraies, mais non, j'avais vu ça dans une startup. Le dernier qui arrive, pour le prochain qui arrive, c'est lui qui fait le cadeau au prochain. Donc, et ça fait une espèce d'événement personnalisé aussi, parce que c'est au dernier de rechercher un peu cette personne pour trouver qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'elle aime, pour donner un petit cadeau. Mais c'est des petites choses comme ça qui sont tout bêtes, mais ça fait une impression. Ça fait la différence. Oui. Donc, la communication structurée, il faut bien communiquer pour expliquer qu'est-ce qui se va passer dans l'onboarding. Et puis, on a déjà parlé de l'email, mais pourquoi pas l'appel? Je veux bien savoir, c'est ça qui est différent entre avoir une audience devant nous. On ne peut pas poser des questions avec lever les mains et tout ça, mais je veux bien savoir parmi les managers qui appelle la personne qui va commencer le lendemain, le soir avant, pour dire hey, je voulais juste te dire que demain ça va être super, on va commencer à 9h, je vais te voir dans le lobby, blablabla. J'en sais rien. Mais un truc personnalisé, ça prend aucun temps, ça se fait jamais. Donc pour la personne qui le fait, c'est vraiment marquant. Ok. Il y a Adeline qui pose une question, notamment, donc Adeline de IKKS. Qu'entendez-vous par formation lors du pré-boarding? On parlait tout à l'heure justement de pousser du contenu. Est-ce que c'est par exemple du contenu sur la marque, sur je sais pas, les valeurs de l'entreprise? Est-ce que tout ça dans un cadre évidemment législatif? Donc, du coup, quel type de contenu vous poussiez par exemple dans tes expériences? Est-ce que tu as des choses des conseils? On peut pousser
une énorme variété de contenus. Ça dépend de chaque société. Mais ça peut être une formation de pré-embauche dans le sens que ça serait bien de comprendre certaines choses sur nos valeurs, notre culture, notre fonctionnement. Ça peut être aussi, pas justement des formations, mais les news, l'information, qu'est-ce qui se passe quand il y a quelque chose qui sort dans les médias, pour forwarder ça. Il y a deux choses, c'est pour garder le contact avec la personne avant qu'il arrive, et deuxièmement, si on peut commencer des formations, comme on avait parlé du suivi performance. Parce qu'il y a certaines choses que des gens, ils dévorent des choses avant venir travailler parce qu'il veut savoir comment ça va être. Il veut être préparé parce qu'il veut faire aussi une bonne impression de leur côté. Donc, ils veulent être préparés pour ces débuts-là. On peut parler des grandes enseignes. Qu'est-ce qu'il faut savoir comme contenu d'expertise dans une tête le premier jour pour être efficace, pour être l'expert de ce domaine-là. Ok. On passe à la deuxième étape qui est la partie jour J. Du coup, quelques éléments de conseils. Donc, jour J, c'est l'arrivée du collaborateur dans l'entreprise. On a déjà parlé comment ça doit être impressionnant. On a parlé du bureau préparé, des petits cadeaux, des choses comme ça. Mais je pense que c'est super important que déjà, c'est bien planifié. Donc, moi, je pense toute la semaine, mais surtout le premier jour, tout est planifié. Il n'y a pas un moment où le manager ou pire, quelqu'un d'autre dit « Ok, lisez ça sur l'ordinateur, je reviens dans 2 heures parce que je suis super busy. » Ça paraît incroyable d'entendre ça, mais ça arrive tout le temps, parce que les gens ils n'ont pas de responsabilité. Mais en plus de ça, je crois qu'il faut suivre des activités et des réunions qui ont un sens. Donc moi, j'avais mis, il faut une séance avec des dirigeants. Moi, j'ai toujours vu ça. J'ai toujours vu, même si c'est le PDG qui passe que pour 15 minutes, c'est hyper important. Et en plus, si on parle des meilleurs talents, ils attendent ça. Ils attendent entendre des dirigeants, des visions de la société, les valeurs et tout ça. Ils ont besoin. Alors, pour mettre ça en place, il faut mettre ça en place toutes les semaines. Donc, exact. Ici, on pense comment on va structurer ça. Ça dépend de la taille de la société, combien de gens viennent à la fois. Donc, pour les grandes sociétés, peut-être ça peut se faire une fois par semaine. Et tout le monde va répondre, oui, mais nos dirigeants, ils ne sont pas disponibles. Bon, peut-être qu'il peut être disponible. Chez Google, je peux vous dire que tous les lundis, les comités, ils avaient tout un tas de réunions, toute la journée lundi. C'était interdit pour eux de voyager. Ils étaient obligés d'être à Mountain View les lundis. Je ne sais pas si ça continue aujourd'hui, mais c'était comme ça. Donc, ils étaient toujours disponibles pour faire quelque chose si besoin. Donc, on peut imaginer la même chose et on programme ça dans les agendas. Ça va être tous les semaines ou dans des sociétés plus petites, on fait tous les mois. Mais il faut que tout le monde commence le même jour, soit par semaine, soit par mois, pour avoir la possibilité, la capacité d'organiser ce genre de séance. Parce qu'on peut imaginer, il y a des dirigeants qui filent un après l'autre pour faire un petit interaction, discours, et puis il y a des présentations un peu plus longues pour expliquer certaines fonctions de la société ou d'autres. Donc, c'est des choses comme ça qui sont programmées, qui sont suivies par un déjeuner normalement avec l'équipe avec qui on va travailler tous les jours. Et puis, on commence avec des autres réunions avec des gens importants à l'interne, à l'externe. Ça dépend. Oui. Et la dernière chose, ça c'est juste un exemple parmi 50 000, on peut discuter là, mais j'aime particulièrement cet exemple parce que c'est le moment de mieux comprendre cette personne qui vient de nous joindre. Et de penser, bon, il a quitté son dernier job et pourquoi? Et moi, je pense que cette question, c'est hyper intéressant parce que ça ouvre une espèce de dialogue avec cette personne pour mieux leur comprendre comment il fonctionne. Donc, tu conseilles au manager de discuter avec une nouvelle recrue sur pourquoi il a quitté son job
quelles sont ses motivations à rejoindre. Exact, parce que pour bien manager quelqu'un, il faut leur comprendre, il faut comprendre leur motivation, pourquoi ils sont là, ils attendent quoi, et pourquoi ils n'étaient pas contents pour partir. Parce que comme ça, on va réfléchir, on va avoir toujours ça en tête. Mais c'est un petit point, mais c'est un point qui montre, par exemple, qu'est-ce qu'on peut commencer à discuter dès le premier jour. D'accord. Très clair. On va aller aux premières semaines. Première semaine, du coup, qu'est-ce que tu conseilles de mettre en place sur la première semaine? Donc, c'est l'agenda. Oui. Moi, je pense que peut-être il y a des gens qui pensent que c'est du babysitting et ce n'est pas des enfants. Mais il faut savoir que quand on n'est pas dans la société, on ne comprend pas grand-chose et ça prend du temps. Donc, il faut simplifier des choses et faciliter toutes les opportunités pour que de nouvelles personnes peuvent intégrer toute l'information et rencontrer tout le monde. Donc, pour ça, moi, je suggère d'avoir un agenda complet pour la première semaine où tout est vraiment bien planifié, toutes les réunions, tous les déjeuners, tout ça, parce que on veut bien que la personne pense comment je peux intégrer le meilleur, pas bon, je dois rencontrer quelqu'un comment je vais expliquer que je suis là. Donc tout ça, c'est un niveau de stress qu'on n'a pas besoin. Donc c'est pas mal d'avoir tout ça en organisation. Et le deuxième point ça c'est un point important, pour nous chez Google, c'était hyper important, c'est des OKRs. Je pense qu'il y a surtout des gens qui ne comprennent pas du tout ce que je vais dire. Les OKRs, on peut penser. On va essayer d'expliquer au mieux. Oui, c'est comme des KPI dans un autre sens. En fait, c'était créé en Silicon Valley il y a assez longtemps. Je crois que la première utilisation, c'était chez Intel. Mais de mon expérience, c'était un venture capitalist dans le Valley qui est toujours hyper connu, qui a mis ça en place chez Netscape. Et c'était pour moi la première fois que j'ai vu ce système. Tu as travaillé aussi chez Netscape. J'ai travaillé chez Netscape. Et donc, en fait, c'est un système qui, pour l'individuel, c'est assez simple. Parce qu'on dit, OK, il faut entre 3 et 5 objectifs par période pour l'année. Et avec plus, c'est trop. On ne peut pas vraiment mettre des objectifs. Donc, chaque personne, chaque individu dans l'entreprise a 3 à 5 objectifs, c'est ça que tu veux dire? Donc, ça c'est l'explication simple. Et on peut très bien avoir une discussion avec notre manager basée sur le profil du début du poste, comment on met des objectifs en place pour les 12 mois à venir. Le truc qui est plus compliqué, ça prend des heures à expliquer, c'est comment mettre un système complet de OKR en place. Parce qu'en fait, la beauté de la système, ça marche d'en haut de la boîte jusqu'en bas et d'en bas jusqu'en haut. Parce que tout est aligné dans le sens qu'il y a des OKR pour la société en entier et pour chaque fonction et pour chaque équipe et pour chaque individuel. D'accord. Tu vois, c'est compliqué, mais la base qui est hyper important, et même si on n'a pas un programme complet de OKR, on peut très bien commencer cette discussion des objectifs depuis le premier jour, première semaine. Et il faut ça. Des gens, on a besoin des objectifs, sinon on ne va pas aller le plus loin possible. C'est clair. Et après, le dernier point, au-delà du premier mois, donc là, je crois que tu voulais donner quelques exemples sur la durée, notamment des onboarding. Oui. Donc, il y a maintenant plein d'études qui montrent que le plus long l'onboarding, le mieux c'est pour la retention. Les gens, ils restent plus dans une société. Et aussi, il faut renforcer l'importance d'onboarding dans le sens que des statistiques montrent que des gens, ils partent avec un taux très élevé des sociétés. Il y a quelque chose comme 50% des candidats seniors qui rejoignent les sociétés, ils partent avant 18 mois. D'accord. 50%, c'est énorme. Et c'est pareil pour les gens qui travaillent en taux horaire. Eux aussi, 50% dans 120 jours. D'accord. Il reste seulement. Oui. Okay. Donc, c'est des choses énormes qu'on peut améliorer parce que
je pense que je n'ai pas dit, mais avec l'email de Google et tout ce qui est derrière, si, je l'ai dit, mais ils ont augmenté leur taux de productivité par 25%. Ouais. Donc, ou réduit le temps d'être Et productif. ce qu'on t'a précisé aussi, que j'insiste, c'est que Google, tout est chiffré. C'est-à-dire que tous les choix qu'ils font, tout doit avoir un objectif et tout doit être validé par les chiffres. Donc, si Google a défini une importance si élevée pour ils ont fait la recherche derrière et normalement, c'est valide. Mais ici, on parle des processus d'onboarding qui étaient prolongés et il y a plein d'exemples. Il y a Facebook pour tous leurs ingénieurs. Ils ont une espèce de bootcamp, donc un onboarding intense qui dure 6 semaines. Et en France, il y a L'Oréal qui a un programme de 2 ans. 2 ans, c'est beaucoup. Hein. Et il y a aussi IBM qui a une plateforme de online learning qui dure 2 ans aussi. D'accord. Donc, on voit qu'il y a des vrais investissements dans l'onboarding. Et l'autre statistique que j'avais en tête que je voulais dire, BCG, le cabinet des conseils, ils avaient dit qu'après le recrutement, l'onboarding, c'est le practice RH numéro 2 qui a le plus d'impact sur les revenus. D'accord. Donc, si on a ça en tête, évidemment, c'est hyper important. Ok, c'est clair. Les autres points, on a déjà parlé de one-to-ones, comment ça va continuer dans une façon hebdomadaire. Et puis, moi, je pense que même si les OKRs, chez Google, on a fait des reviews tous les trimestres, donc tous les 3 mois. Mais je pense pour les nouvelles, c'est mieux de faire ça tous les mois pour les 6 premiers mois, pour qu'ils comprennent comment ça marche et voir le processus et le système. Très bien. Il y a une question de Katrina qui souhaite savoir comment on gère l'onboarding quand on a déjà on recrute assez peu de personnes, mais qui sont où le siège social est dans un autre pays que le pays où on onboard la personne. Est-ce qu'il y a des conseils ou des choses que tu peux dire? Oui, bien sûr. Heureusement, aujourd'hui, on a plein de possibilités de discuter, communiquer avec des gens à distance. Moi, j'ai travaillé un peu avec Prezi, donc le concurrent de PowerPoint, et eux, leur siège, c'est à Budapest, mais ils avaient aussi un bureau à San Francisco, donc je crois que le décalage horaire, c'est 9-10 heures. Mais ils faisaient tout par vidéoconférence et ils ont beaucoup investi dans de bonnes technologies parce que des fois, ce n'est pas évident avec des vidéoconf qui ne marchent pas, il y a plein de problèmes techniques. Ils ont beaucoup investi pour avoir cette connexion directe. Et ça, c'est une option pour l'onboarding à distance. Parce qu'on peut avoir le même discours, les mêmes interactions. Bon, on n'est pas assis à côté sur le canapé, mais on a du bonne technologie pour le faire en direct. Et eux aussi, ils continuent avec les réunions chaque semaine avec toute la société en Californie et à Budapest. Donc, chaque semaine. Donc, on est de plus en plus distribué. On a de plus en plus de gens qui travaillent remote et il faut chercher ces genres de technologies pour nous aider à rester connectés. Et je peux témoigner d'une expérience chez Doctolib qui nous a été partagée cette semaine. C'est les gens de chez Doctolib, ils organisent. Donc déjà, il y a 2 semaines obligatoires de formation au siège pour ensuite après être envoyés en province dans les différentes villes. Du coup, ils obligent à ce que l'onboarding se passe pendant 2 semaines à Paris. Ça a un coût, mais au moins ça permettait de transmettre les bons réflexes, les bons discours, les bonnes valeurs. Et c'est aussi important des fois d'investir dans cette phase du début pour justement après avoir un retour sur investissement qui soit important parce que la personne a tous les éléments en main pour pouvoir mettre ça opérationnellement en place dans sa vie. Et après, je crois que Doctolib, ils font venir aussi après régulièrement tous les 1 ou 2 mois pendant 1 ou 2 jours de formation pour remettre à niveau les personnes. C'est un investissement, mais ça vaut le coup. Oui, je suis d'accord. Ensuite, en autre question, alors, là, l'idée, c'est qu'on a fini de parcourir les différentes slides. Donc, en conclusion, moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'on va vous envoyer par email ces bonnes pratiques par la suite de ce webinaire.
Bon, on a Workelo, tout ce qu'on vient de se dire, on le met en place nous, à travers notre outil. L'idée, c'est qu'on passe maintenant aux questions. Donc là, on va reprendre les différentes questions, à la fois sur la plateforme, mais aussi sur Twitter. Donc, on va suivre ça en parallèle. Donc là, j'ai une question de Pauline qui explique: avez-vous des best practices pour responsabiliser les managers, équipes qui accueillent le nouveau? Est-ce qu'il y a des choses où on peut responsabiliser une personne? Après, on va dire que chaque manager a des objectifs au niveau de son équipe. Donc, du coup, avoir différents éléments au sein de son équipe pour le mettre en place, c'est toujours mieux qu'il soit le plus opérationnel possible. Est-ce que David, tu as des conseils à me donner là-dessus, sur ces bonnes pratiques, on va dire, pour pousser les managers à onboarder? Oui, moi je trouvais ça assez intéressant chez Google quand ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas pousser des managers à être, comment on dit, compliant dans la structure de l'onboarding. Ils avaient déterminé que ça marche beaucoup mieux dans une façon décentralisée où ils donnent l'autorité aux managers et ils disent: voilà, c'est comme ça que vous pouvez le faire, et si vous le faites, vous allez réussir avec cette meilleure temps de productivité et tout ça. Donc, la plupart des gens chez Google, ils étaient assez intelligents, ils ont bien compris que, bon, je vais le faire parce que ça va me servir, ça va marcher comme ça. Mais dans notre sens, à part montrer les effets, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il faut donner aux managers les outils. Et ça, c'est important. Il faut des outils comme des templates, si on dit planifier un agenda pour toute une semaine, ça ne marche pas. Parce qu'on peut être là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais mettre dans l'agenda? Mais si on dit planifier un agenda avec des réunions importantes avec des comment on dit, stakeholders, donc des clients internes, des clients externes, des personnes dans des fonctions à côté qui on a besoin, et programmer ça. Si on donne ces gens des astuces aux managers, ils vont mieux réussir avec leur onboarding, parce qu'à la fin, c'est à eux d'être vraiment impliqués dans ce truc-là. C'est clair. Alors, on a... Maintenant que tu regardes les questions, moi j'avais vu plusieurs fois c'est quoi les OKR. Donc en anglais c'est Objectives and Key Results. D'accord. Donc en français c'est objectif et quoi, cible clé? Non. C'est quoi en français Key Results? Key Results, c'est oui, des résultats. Oui, des résultats clés. Voilà, ouais. C'est ça. Donc juste pour répondre à ça, que j'avais dit. On a une question de Laura de Le Gibière qui nous pose, qui nous demande qu'entendez-vous par pulse check? C'est toi qui as inventé ce mot. Alors, pulse check, ce sont des questions qu'on vient poser justement de satisfaction aux salariés pour un petit peu prendre le pouls justement et voir est-ce que le salarié se sent bien, est-ce que la satisfaction est au rendez-vous, est-ce qu'il y a des choses à optimiser. Ça, c'est un point que tu soulignais qui était important, justement, c'était le dialogue avec son manager. Et c'était, à mon avis, ce que je voulais dire par pulse check. D'accord, moi j'avais compris autre chose, mais maintenant je comprends, je pense qu'est-ce que tu veux dire. Et en fait, chez Google, depuis longtemps, on avait quelque chose que nous, en interne, on s'appelait Google Geist. Je ne sais pas pourquoi c'était nommé comme ça, mais c'était plus ou moins une pulse check, une espèce de questionnaire qui était envoyé à tout le monde pour voir comment ça va. Et ils prenaient ça très, très sérieusement, dans le sens qu'ils regardaient exactement qui répond. Je ne sais pas si c'était anonyme ou pas, mais ils voulaient une taux de participation très élevé. Donc, ils poussaient hyper fort sur tout le monde pour avoir une bonne participation, et puis ils ont analysé à fond. Il y a beaucoup de choses qui a changé chez Google par rapport à ce genre de questionnaire. Donc, tout le monde fait ça. Tout le monde fait des questionnaires. Il y a des sociétés qui font que ça. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces données après? Et je pense que la plupart, ils reçoivent une espèce de présentation de la société qui a fait la prestation. Et puis, ils disent, bon, super, merci, on va réfléchir. Et ils ne regardent pas. Mais moi, je me souviens très, très bien de quelques changements clés qu'ils avaient fait chez Google par rapport à la réponse des salariés.
ça peut être très, très utile si on utilise les données. Très clair. On a d'autres questions après qui viennent. Sur la partie Twitter, je vais regarder notamment sur Twitter. J'ai jamais travaillé chez Twitter. On a parlé des chiffres sur la montée en compétences gagnée grâce à l'onboarding. Donc, tu parlais tout à l'heure de 25% notamment de productivité gagnée chez Google grâce au résultat d'onboarding. Donc, ça, on a déjà abordé. Il y a d'autres. Hein? Ouais. Il y a d'autres parce que moi, j'avais remarqué quelques d'autres et je pense qu'ils disent qu'avec un... Pardon, mais je vais regarder parce que je ne veux pas dire des mauvais chiffres. Mais il y a une espèce d'association qui s'appelle le Recruiting Roundtable qui disent Effective Onboarding Program. Pardon, je parle en anglais là. Les programmes d'onboarding qui sont les plus efficaces peuvent augmenter la performance des salariés par 11,5%. Ouais. Donc, ça, c'est déjà impressionnant. Ouais. Et il y a un autre qui disent que les techniques avancées d'onboarding peut donner jusqu'à 10 fois d'amélioration dans le ROI. D'accord. Donc, ces chiffres-là, ce n'est pas n'importe quoi. Mais on est sur des gains quand même qui sont assez potentiels pour les entreprises. Et aussi, moi, je pense personnellement, comme beaucoup de monde regarde la fonction de ressources humaines comme un truc de overhead, donc on coûte et c'est tout. C'est là où on peut vraiment faire un impact sur le bottom line. Ouais. Ça, c'est super. Parce que si on peut dire aux exécutifs, regarde, nous, on va changer l'onboarding et quand on change l'onboarding, on va gagner 11% en productivité ou on va augmenter le ROI parfois 10%. Ça, c'est pas négligeable. C'est vraiment, c'est cool d'être dans la fonction de RH et avoir la possibilité de faire ce genre d'impact. Très bien. Après, on a une question de Thomas qui nous dit l'onboarding n'est-ce pas trop chronophage à mettre en place? On a abordé plein de sujets. Après, ça recoupe avec le retour sur investissement qui est aussi au rendez-vous. Donc, comment tu conseilles d'y aller étape par étape, de commencer peut-être par l'essentiel, on va dire, sur peut-être un agenda clair sur les premières semaines et comment tu conseillerais peut-être de s'y prendre pour avancer dans la mise en place d'un onboarding? Oui, tout est une question de ressources. Ouais. Parce que, bon, Google aujourd'hui, ils sont, je ne sais pas, 70 000 personnes, donc ils ont plein de ressources. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais des petites structures, on n'a pas ce genre de ressources. Et moi, je trouve personnellement qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec très peu de ressources. Parce que, bon, on ne peut pas tout faire, mais on peut surtout faire une espèce d'onboarding où la personne est bien accueillie et bien intégrée dans les équipes parce que c'est un effort social qu'on peut mettre dans notre culture d'entreprise, d'accueillir des gens. On peut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire avant qu'ils arrivent. Je pense que ça, c'est important et c'est un point qu'on ne fait pas. Et aujourd'hui, grâce aux outils comme Workado, on peut avoir quelque chose qui nous guide derrière en utilisant les technologies comme ça pour mettre des étapes en place et pour faire check, on fait ça. Donc tout ça peut nous aider. Ouais. Donc oui, ça peut prendre énormément de temps pour mettre un système complètement complexe, mais ce n'est pas nécessaire. Ça dépend des cas. C'est clair. Est-ce qu'on peut voir les questions qui ont un peu plus d'upvote? On me demande. Alors, on va regarder. On a les réponses. On a une question de Alem qui pose « Bonjour, pouvez-vous s'il vous plaît synthétiser en 3 points clés en quoi l'onboarding améliore l'employer branding ou la marque employeur ?» Donc, ça, c'est une question d'entretien, une question d'embauche. Dans quelle façon donc, pour améliorer la marque employeur pendant le onboarding. Tu donnes l'exemple de la personne qui rentre du travail avec qui. Oui. Donc, en fait, je pense qu'il faut penser aux étapes dans l'onboarding où l'employé il a le plus de possibilités de parler de la société. Donc, c'est pendant des entretiens d'embauche. Parce que
tout le monde dit, ah, j'ai l'entretien d'embauche aujourd'hui, là, 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 j'ai du stress. Donc, tout le monde va dire, alors, c'était bien ou pas. Ouais. Et donc, déjà, ça, c'est le premier impact sur le marque employeur. Deuxièmement, c'est tout ce qui est pre-boarding. Donc, ils vont dire, waouh, ils sont super bien organisés, Ouais. on fait tout avant, ça va être nickel quand j'arrive, tout va être en place, en ordre, j'ai déjà choisi mon équipement. J'ai de la visibilité aussi, ça c'est important. Oui, oui, et puis le premier jour. Il faut, bon, on peut faire un brainstorming sur les wow factors, mais vraiment, ça peut être des choses très, très simples, comme une espèce de cadeau personnalisé, juste des bonbons. Des bonbons. Je travaille avec un client et sérieusement, il décore le bureau en open space avec des petites choses et des bonbons et c'est marrant. C'est très friendly, quoi. Ouais. Mais ça peut être plus personnalisé. On peut imaginer plein de choses, mais il faut juste réfléchir. Bon, je veux que cette personne a une super première journée et ça joue beaucoup sur la disponibilité du manager, je pense, et comment cette manager communique, qu'est-ce qui se va passer dans les jours à venir. D'accord. Donc, je pense que j'ai donné plus que toi. Oui, c'est très bien. Alors ensuite, on a une question de quel conseil pour l'onboarding des salariés en télétravail. Là, on est dans l'optique de ce qu'on se disait tout à l'heure justement sur peut-être des sièges qui sont oui, deux choses. On a discuté avant de tout ce qu'on peut faire par vidéoconf. Donc, ça, il faut l'utiliser. Mais plus que ça, je pense que c'est super important de faire venir ces gens-là dans une période. Parce que, bon, le télétravail, c'est un autre sujet, mais il faut trouver plein d'options d'intégrer ces gens-là dans la société parce qu'il peut très vite être isolé. Et... Après, il y a le digital aussi qui aide beaucoup. Il y a des plateformes qu'on peut partager. Nous, à Workelo, on répond aussi à ce besoin des gens qui sont à onboarder justement sur différents endroits. Donc, aujourd'hui, il y a des outils qui sont là pour… oui, bien sûr, il y a plein d'outils, mais bon, peut-être que je suis trop old school, mais je crois que le contact humain, surtout pour intégrer dans une nouvelle structure, c'est essentiel. Et ça, c'est bien important. Moi, on parlait très rapidement de la société avec qui j'ai travaillé il y a assez longtemps, quand je suis venu en France, quand on a recruté des centaines et des centaines de personnes, et on avait mis tout ensemble dans une espèce de bootcamp pour 3 mois. Et même des gens qu'on a recrutés en Europe, on les a envoyés pour 3 mois aux États-Unis, mais ça crée des liens qui sont incassables quand on fait une espèce d'expérience comme ça. Donc, ça joue beaucoup. Donc, le télétravail, c'est hyper important aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler comme ça. Il faut quand même les intégrer dans une équipe. Et on parlait tout à l'heure justement d'expérience Doctolib. Doctolib, justement, créer des promotions de personnes et donc du coup définit par exemple ils font venir les personnes une fois tous les mois et donc du coup ils disent tiens, ça c'est la promotion novembre 2016, ça c'est la promotion janvier 2018 et du coup après ça crée aussi un espèce de sentiment d'appartenance des personnes entre elles sur des systèmes de promotion. Et tu me parlais justement de Apple. d'Apple c'est pareil, tu arrives le premier jour et tu as un t-shirt promo class of et ça fait depuis les années 90 que les gens sont en place. Ok, très bien. Je pense qu'on arrive au terme de notre session. Ça fait à peu près 1 heure qu'on est là. On va peut-être prendre encore une question et puis après on termine. Si vous avez d'autres questions, après on sera à même de vous y répondre peut-être par mail. On verra comment on traite ça, mais n'hésitez pas en tout cas à nous en envoyer. On répondra avec plaisir. C'était quoi la question sur l'autre page qui était le plus demandée? J'avais vu un truc en bas, tout en bas. Voilà. Moi, je suis en bas. Ah non. Ah oui. On peut aborder ça, on a répondu. Ah d'accord, ok. Je crois qu'on a parcouru un bon nombre de questions. En tout cas, merci pour votre présence aujourd'hui. Merci David beaucoup pour nous avoir fait l'honneur de parler. Ça va être assez rare dans les médias, donc du coup c'est vraiment super de t'avoir avec nous aujourd'hui. En tout cas, le webinaire sera disponible en replay par la suite, donc n'hésitez pas en tout cas
soit nous écrire ou en tout cas demander votre accès. On pourra vous le renvoyer avec plaisir. Merci David et merci à vous de nous avoir écoutés. Au revoir. Bon après-midi.